Merci. La parole est à Monsieur Gabriel Serville pour 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame le rapporteur, mes chers collègues, le redressement de notre pays et de nos territoires exige un effort que les Français sont prêts à accepter, à condition qu'il soit équitablement partagé et accompagné d'un volet important en faveur de la croissance. Ce message, c'est celui qu'a exprimé le Président de la République lors de sa campagne et nous sommes, au sein de la majorité, les garants de son esprit. La confiance que nous tirons des électeurs s'appuie sur notre promesse d'une réorientation dans la justice de la politique économique menée en France et en Europe. À ce titre, les engagements du Président de la République en faveur de la renégociation de ce traité conditionnent en partie la pérennisation de cette confiance. Un pacte de croissance a été annexé au traité et nous le saluons comme un signe important d'un changement, même symbolique, par rapport au texte initial. Oui, ce texte initial, inspiré conjointement par M. Sarkozy et Mme Merkel, avait été dénoncé par la gauche de façon quasi unanime. Il abaissait alors le déficit structurel de 1% à 0,5%, en maintenant en parallèle un déficit nominal à 3%. De même, il prévoyait également la mise en place d'une majorité inversée en cas de procédure pour déficit excessif. Or, le texte qui nous est présenté aujourd'hui contient toujours l'ensemble de ces mesures qui vont pressurer l'État et les collectivités locales. La meilleure preuve n'est-elle pas l'inclusion des investissements publics dans le déficit structurel à 0,5%? Autrement dit, voter ce texte, c'est admettre que soit limité à 0,5% du déficit structurel les investissements productifs dont nous avons besoin pour notre croissance, y compris ceux qui intégreraient les objectifs stratégiques européens, à moins d'être compensés par des baisses de dépenses ou des hausses d'impôts. Dans certains territoires où les potentialités sont immenses, à condition d'être accompagnés des investissements indispensables à leur réalisation, l'abaissement de ce déficit structurel, intégrant les dépenses d'investissement, aura pour effet de corseter nos marges de manœuvre. Je pense notamment au territoire de la Guyane, qui dispose d'un secteur de l'énergie propice à d'immenses retombées économiques pour l'avenir et à un gisement d'emplois disponible dès maintenant. Je pense aussi à l'explosion démographique, synonyme de gisements humains considérables où regorge une multiplicité de talents qui ne demandent qu'à s'exprimer. Le redressement attendu nécessiterait au contraire des marges de manœuvre accrues en matière d'investissement productif. C'est pourquoi, au-delà de l'évolution du chiffre admis pour le déficit structurel, il aurait été nécessaire d'exclure les investissements de ce chiffre pour permettre une véritable relance économique. La volonté de stabiliser les dépenses de fonctionnement peut correspondre à un contexte, mais celui-ci ne saurait justifier que nous nous privions des instruments susceptibles de raviver la croissance, au premier rang desquels l'investissement. Il ne nous semble pas que la meilleure orthodoxie budgétaire consiste à imposer un tel corset à la mobilisation de notre appareil économique. Comment accepter que soit entérinée la règle d'or fustigée par l'opposition de l'époque et qui réduit nos marges de manœuvre tout en départissant notre Parlement de la possibilité de débattre de certains aspects de notre politique économique, notamment celle d'une politique de relance dite procyclique? N'eût-il pas été également utile de disposer de définitions harmonisées en matière de déficit structurel et de croissance potentielle entre les différentes institutions qui les entendent différemment, qu'il s'agisse de la Commission de Bruxelles, de la Cour des comptes ou de la direction du Trésor, sans oublier l'ensemble des États européens? Dès lors, et en l'absence d'un pacte de croissance suffisamment doté, puisqu'il équivaut à seulement 1% du PIB européen, ce traité risque de nous conduire tout droit vers l'austérité en raison de la récession annoncée. Enfin, des annonces fortes concernant la réorientation globale de l'Europe sont toujours attendues, notamment concernant les dits six-pack et two-pack, qui préemptent les droits du Parlement, notamment en matière budgétaire. Au regard de ces nombreuses interrogations sans réponse, je serais tenté, et je le dis bien au conditionnel, je serais tenté d'émettre un vote d'abstention. Ce vote, qui ne serait pas conforme à la volonté gouvernementale, ne saurait être considéré comme une position de défiance, puisque le Président de la République connaît mon niveau d'engagement à ses côtés lors de la campagne de mai 2012 sur le territoire de la Guyane. Ma posture actuelle doit être vue
comme un cri de raison qui exprime une solidarité active à l'égard d'un homme et d'un projet qui, en Guyane notamment, ont su décliner un vrai message d'espoir face à des électeurs en quête de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, je demande à être convaincu de la pertinence de notre choix collectif qui doit s'appuyer sur une place plus importante faite à la relance au sein du pacte de croissance. Je souhaiterais tout simplement avoir la garantie que la mise en œuvre de ce traité n'enferme irrémédiablement la France et singulièrement la Guyane dans un éternel marasme social et économique. Je vous remercie. Merci.